Alors juste pendant que je mets ma clé dans la machine, donc moi je suis la troisième personne de l'équipe, on n'est qu'une partie de l'équipe. Alors je suis ravi parce que tout à l'heure mon prédécesseur a osé parler de son âge, mais en fait la vision que je vais vous donner là, c'est je vais décrire en fait l'organisation. Je ne vais pas forcément rentrer dans la méthode pédagogique, mais l'organisation pour que vous ayez une idée. Mais ceci étant, le fait que je travaille dans cet établissement depuis 30 ans comme éducateur sportif, quand je vois le panel d'activités qu'on a dans l'assistance, je me ravis qu'on ait des politiques, je me ravis qu'on ait des médecins, des soignants, des enseignants, des futurs enseignants de l'activité physique, des diététiciens. Et on s'aperçoit que finalement, en quelques années, on est rentré dans quelque chose où tout le monde s'est mis d'accord pour se mettre au travail. Simplement, c'est que quand on a dit ça, alors je vais essayer de le dire avec mes mots de quelqu'un de terrain, quand on a dit ça, même la vision parcellaire que je vais vous donner ne doit pas me faire oublier que cette maladie, elle est globale, que j'ai besoin de partenaires, que même quand je suis dans l'activité, pendant que je fais du renforcement musculaire, je suis obligé de tenir compte de tous les paramètres très bien décrits tout à l'heure par monsieur. D'accord ? Et ça, c'est essentiel. Parce que si on parle de pluridisciplinarité et si on se met chacun avec notre œil, on oublie ce qu'a voulu dire Audrey tout à l'heure de la transdisciplinarité, c'est-à-dire que chacun puisse apporter à l'autre et que l'autre apporte à chacun et que peut-être dans cet espace-là, les jeunes dont on s'occupe, ils puissent être en situation de changement, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Donc, le PowerPoint, les quelques photos qu'on a, c'est justement pour le descriptif de comment on fait. Après, la méthode, on pourra en discuter après si vous voulez. Tu me l'as pas ouvert ? Là, vous repérez que j'ai besoin de lunettes, donc ça fait longtemps. Je ne vois pas. Hop. En français, c'est celui-là. Tu vois rien. Là, c'est celui-là. Ouais. Français. Alors on peut remercier notre endocrinologue qui est originaire de Madrid puisqu'elle a fait un effort pour faire une traduction. Donc sur cette prise en charge, donc le regard et comment on peut opérationnellement la mettre en place. Donc j'ai noté quel levier pour construire les conditions du changement de comportement. Donc en fait on voit bien que ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est pas tellement de dire il faut bouger il y a qu'à, comment on peut construire les conditions pour que le jeune justement arrive à se mettre en action. Donc la première chose, c'est peut-être d'identifier un profil. Avant de partir, il faut savoir à qui on a affaire. À partir de l'identification de ce profil, peut-être aménager un projet individuel. Donc là, on rentre un peu dans la présentation qui a été faite globale par Audrey tout à l'heure. Elle a parlé du projet individuel, donc c'est-à-dire c'est le projet qui est pensé par les professionnels pour le jeune, dans un premier temps. D'accord ? Et ensuite, la troisième partie, c'est permettre l'émergence du projet personnel, c'est-à-dire que ce projet personnel, on ne sait pas où il en est aujourd'hui, ce qu'il peut devenir demain et comment il va se construire. Donc sur le plan de l'activité, on essaye aussi d'avoir un projet individuel, c'est-à-dire moi, professionnel, je veux pour lui, et peut-être espérer, parce qu'il faut être assez humble, espérer qu'on déclenche du changement, du mouvement, et du coup que le jeune puisse s'approprier un projet personnel. Alors, donc en fait, sur les... Donc, comment ça se passe ? Bon, bien entendu, sur la partie d'évaluation de la condition physique de l'enfant obèse, ça semble peut-être une évidence, mais avant de remettre ce corps en mouvement, on a quand même une obligation de soin, entre guillemets, en tout cas de lui permettre de se remettre à bouger, avant de savoir ce que ça peut effectuer sur ce qui se passe en haut. Donc en fait, les trois composantes, c'est d'un point de vue physiologique. Donc on a une batterie de tests, mais qui ne sont pas uniques. Donc on teste l'endurance avec deux différents tests, ou le test de marche, ou le test de léger. Ça dépend de l'évolution et de l'IMC surtout du jeune, et comment il est, du coup, d'adapter le test un petit peu en fonction de son IMC. Bon, on mesure aussi l'endurance abdominale et la puissance des membres inférieurs. Alors c'est un choix très
Voilà, on aurait pu en choisir plein, on aurait pu évaluer la souplesse. C'est un choix que l'on a fait. Bon, l'endurance, ça vous parle, j'ai pas besoin de vous arrivez à comprendre pourquoi. L'endurance abdominale, pourquoi ça nous intéressait, puisque dans le diagnostic ou dans ce qu'on avait comme expérience par rapport à cette population, il y a quand même des problèmes de dos, il y a quand même la ceinture abdominale est assez essentielle, donc c'est une partie sur laquelle on a voulu travailler ou s'intéresser en tout cas. Et alors la puissance des membres inférieurs, tout bêtement, alors on ne le prend pas en tant qu'objet, une évaluation scientifique. On le prend en fait, c'est des tests qui nous servent plus de médiation dans la relation qu'on a avec le jeune. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'un jeune qui vient chez nous, qui se met au travail, avec la mesure qu'on a en début de séjour, par exemple, sur sa détente verticale, par exemple, effectivement, s'il se met à bouger, naturellement, si son IMC diminue, si on a réussi à maintenir ses masses musculaires, globalement, on va avoir un résultat positif. Donc c'est important le mot résultat positif, puisque dans l'aspect motivationnel, effectivement, ces jeunes qui sont souvent en situation d'échec, par le biais d'évaluations assez faciles à mener et qui amènent assez rapidement du progrès, c'est stimulateur, et en tout cas en termes de médiation par rapport à la relation qu'on a avec eux, c'est assez moteur pour qu'on soit partenaire avec lui pour tenter de l'aider à avancer. Donc d'un point de vue physiologique, d'un point de vue de ses habitudes de vie, donc on retrouve un peu l'histoire globale qu'on a entendue par terre. Hein. Donc là, c'est comment ça se passe à la maison. On essaye de fouiller un petit peu comment ses habitudes de vie, qu'est-ce qu'il a déjà, qu'est-ce qu'il aime, bon, tout ça à l'aide de questionnaires. Et d'un point de vue environnemental. Donc là, on rentre dans le contexte familial, environnement, culturel. On retrouve exactement ce que je vous disais tout à l'heure, la globalité de la maladie. Elle peut être multifactorielle, mais il faut toujours en tenir compte, quoi. Alors, juste un petit mot, c'est que je l'ai dit en préambule, mais par exemple, quand on a découpé notre personne sur ces trois versants, qu'on l'a dit, on peut mettre ça a été bien décrit tout à l'heure, plein d'actions, mais le plus dur, alors c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le lien fantastique qui unit les trois parties. C'est-à-dire comment on va faire vivre ces différentes évaluations et ces différentes composantes qu'on aura trouvées, comment on va les faire vivre. Et là, il n'y a pas forcément d'astuce. Alors là, c'est le personne de terrain qui parle. Hein. Ça ne se trouve pas à la faculté, ça se trouve dans l'expérience, dans la pratique, dans les échanges, dans le partage. Et c'est là qu'on peut arriver à déceler quelque chose qui peut permettre de faire avancer ce modèle. T'as tapé ? Oui, donc oui, j'avais. Alors, pourquoi je ne sais pas. Pourquoi ? Alors, bon, là, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, quand on a un petit peu décomposé, mis ce modèle d'analyse, donc ça permet effectivement à ce moment-là de pouvoir construire un profil sportif individualisé. Bon, ça se comprend en fonction de la capacité physique, en fonction de sa culture, en fonction de son environnement. Il ne s'agit pas de faire la même chose à la même personne. Bon, ça semble assez facile à dire, mais pas facile forcément à faire. Donc là, ce on mettait, c'est en fait, donc du coup, alors chez nous, on appelle ça un réentraînement à l'effort, puisqu'on a quand même, comme on est dans les établissements de santé, bon, on se dit que la chose la plus facile aussi à montrer par rapport à notre organisme de santé, c'est quand même l'histoire de l'amélioration de sa condition physique. Alors, nous, on est un peu privilégiés parce que quand on est dans un système comme le nôtre de deuxième et troisième recours, c'est-à-dire qu'on a les jeunes avec nous. Donc, effectivement, le seul fait de l'organisation, de l'organisationnel, c'est-à-dire de son emploi du temps, de la gestion de sa sédentarité, de l'amélioration de sa dépense physique hebdomadaire et volontaire, effectivement, pour nos tutelles, c'est intéressant parce qu'un jeune qui rentre chez nous, sur la condition physique, il est clair que quand il sort, sa capacité endurante va être révélée du fait de la baisse de l'IMC, du fait de cette mise en mouvement. Donc ça ne veut pas dire que ça gagnera par la suite, mais ça veut dire que c'est un point qui est valorisant pour l'ensemble. Pour le jeune d'abord, et aussi pour le système de santé, puisqu'on voit qu'il y a des politiques aussi, donc on ne donne pas de l'argent n'importe où, n'importe comment. Il faut qu'on ait une action qui serve à quelque chose. Donc au moins sur ce plan-là, on peut valider qu'on est sûr de ce qu'on fait. Mais encore, c'est dû au fait qu'on les a avec nous et qu'on n'est pas dans la rue avec eux. C'est une autre problématique, une autre prise en charge. Donc en fait, très opérationnellement, donc on avait dit passer d'un corps douloureux, fatigué, qui commande à un corps mieux maîtrisé, entraîné, qui obéit. Bon, ça c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et alors comment ça se passe ? Donc en fait, nous on récupère les jeunes sur l'année scolaire, donc de septembre à juin.
La première intervention, on parle d'activité encadrée, c'est les cours d'éducation physique. Alors, je ne sais pas si ça doit être pareil un peu en Espagne, pendant le temps scolaire. C'est-à-dire que dans un premier temps, en fonction de l'évaluation de départ, on va dire que 85% de nos jeunes pratiquent l'activité physique de l'éducation nationale avec des professionnels de la maison d'enfants. Ça nous permet d'avoir un accès direct et de suite dans la mise en mouvement. Donc, bon, j'ai cité comment on a décliné sur les trimestres les différentes activités, en commençant par les activités portées, le vélo, la natation et le renforcement musculaire. Bon, le pourquoi, c'est pas à vous que je vais en faire la démonstration. Les deuxièmes cycles, en fait, pourquoi j'ai mis par trimestre, c'est pour bien comprendre que pour finir au troisième trimestre, intégration au circuit normal, c'est parce que, toujours pareil, on a tendance à prendre nos établissements comme Audrey l'a montré en début avec la photo des Dalton enfermés. L'idée, c'est que si on fait un shunt momentané de la personne avec nous, c'est vraiment qu'on ait l'objectif, qu'on ait en tête de les réintroduire le plus rapidement possible dans un milieu normal, puisque sinon on ne pourrait pas travailler avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure sur cette prise en charge globale. Tu m'as changé ? Non, tu n'as pas changé. D'accord ? Donc voilà pourquoi on a ce premier temps scolaire. On a le deuxième temps, c'est le mercredi après-midi, normalement qui est organisé en France, en Espagne je pense que c'est peut-être pareil, avec l'Union nationale du sport scolaire. C'est-à-dire que c'est organisé collège et lycée, avec des rencontres sur le territoire, sur les districts, avec différentes manifestations sportives. Et donc on essaye d'utiliser ce support pour permettre aux jeunes aussi de repratiquer dans un cursus normal qu'ils retrouveront à la sortie chez eux. Alors ce qui posait un problème sur ce circuit, c'est que les gens qui vont facilement dans cette direction chez nous, c'est quand même des jeunes qui sont déjà un peu initiés à la pratique sportive. Donc le niveau est élevé pour nos jeunes. Mais malgré tout, en fonction des avancées des profils et des jeunes qu'on a, ils peuvent accéder à ce support. Mais ce support n'est pas suffisant. Donc on a décidé il y a quelques années, déjà depuis les années 90, d'organiser un autre support qui regrouperait tous les centres médicaux, d'abord du département et ensuite de la région. Donc nous on appelle ça les interétablissements. Donc c'est un deuxième support qui permet de travailler avec d'autres problématiques, pas forcément l'obésité. Il peut y avoir des handicapés moteurs, visuels. Et du coup, l'accès à l'activité est un peu plus facilité pour les jeunes. Et le fait de visualiser les deux supports, ça leur permet aussi de se remettre, de reconsidérer un petit peu leurs problématiques. C'est un exemple très simple, c'est que quand les jeunes obèses sont entre eux, donc c'est des jeunes qui souffrent, hein, mais quand ils sont entre eux, ils peuvent reconduire des conduites où ils s'insultent, ils ne se supportent pas, ils s'agressent. Et ils sont centrés sur eux et leurs problématiques. Et quand on s'est aperçu que quand on fait les échanges, donc d'où l'idée de l'échange et du partage. Mais quand on fait des projets d'échange avec le menu inter-établissement, avec des populations en difficulté, on s'aperçoit qu'ils ont un regard différent. C'est-à-dire quand ils voient quelqu'un en fauteuil ou quelqu'un qui est non-voyant pratiquer des choses ou faire des choses, ça les remet un peu en cause, ça les recentre un petit peu sur leur problématique et ça leur permet d'engager une réflexion pour peut-être engager un changement. Puisque l'idée toujours, c'est trouver les leviers pour qu'il se passe quelque chose, pour qu'ils acceptent de changer les choses, chez nous d'abord, mais surtout chez eux dans leur environnement. Donc il y a la semaine, il y a le mercredi sur un temps organisé et il y a les fins de semaine où on intervient aussi. Alors le week-end, il ne reste pas tous les week-ends dans notre établissement. Ils passent un week-end sur deux dans notre établissement et chez eux. Donc dans notre établissement, quand ils sont avec nous au niveau de l'activité, on essaye de les encourager ou de reproduire ou de les initier à des activités qui pourraient être des activités plus familiales, qu'ils pourraient renouveler en fonction de leur contexte au domicile. Donc ça permet effectivement d'avoir une prise en charge d'une semaine, d'avoir une activité physique hebdomadaire qui se rapproche d'un plan théorique aux 60 minutes que veulent nos savants chez nous, nos autorités, d'accord ? C'est pour tenter de faire ça. Alors, je fais très vite là-dessus, c'est que ça, c'est les conditions. On nous dit, en fonction des politiques de santé, il faut arriver à 60 minutes, tout ça. Mais on s'aperçoit que par rapport à la scolarité, les jeunes qui sont à l'école de 8h jusqu'à 18h, qui rentrent chez eux très tard, c'est pour ça que je dis, des fois, on dit il n'y a qu'à mettre, mais on s'aperçoit que c'est très difficile de retrouver les 60 minutes. D'où l'intérêt que ça soit intégré dans les villes, dans les villages, que ça tienne compte d'où vous avez parlé tout à l'heure. Parce que même nous, dans nos conditions d'hébergement, on a la scolarité. Donc on prend de plein fouet cette problématique
Et donc, donc ils ne sont pas éloignés de ce qu'ils pourraient vivre chez eux. Même chez nous, ils sont déjà en situation de réfléchir comment je peux résoudre cette problématique d'avoir une activité régulière sur la semaine. Je suis un peu long peut-être, hein, non ? Alors, c'est pareil. Donc là, c'est... Donc tout ça, hein, pour dire, c'est que donc là, la semaine, la pratique hebdomadaire, elle se fait donc, vous le voyez, par rue de l'activité encadrée. Mais ces plages horaires dans lesquelles ils ont des temps libres, on parle d'activité volontaire, et c'est couplé l'activité encadrée et l'activité volontaire qui doit amener à ces 60 minutes de pratique. Donc en fait, c'est faire l'expérience d'une pratique structurée en interne et en externe. Donc là, je redécris. En externe, pourquoi ? On en a parlé tout à l'heure, c'est que dès le début, en fonction du profil évalué, il y a des jeunes qui de suite partent sur des clubs sportifs du secteur, qui vont dans des salles de sport, qui vont dans des associations ou qui vont découvrir, d'accord, en fonction de leur évolution et de l'avancée du projet, où c'est de suite, où c'est un peu différé dans le temps. Donc tout ça pour dire qu'en externe, ils auront aussi la chance de pouvoir pratiquer et d'avoir cette expérience. Hein. Tout ça pour peut-être construire un projet sportif post-séjour. Alors j'ai parlé des week-ends, il faut un week-end sur deux chez nous, ils ont les vacances scolaires, et effectivement, comme ça a été décrit tout à l'heure, c'est le retour sur les week-ends et le retour de vacances, je veux dire, qui servent d'évaluation à ce qu'ils vivent et les changements qu'ils pourraient amener au domicile. Donc comment analyser un petit peu ce programme ? Alors nous, c'est un choix très arbitraire, c'est comment accompagner cette gestion. Donc on a récupéré 4 critères qui nous semblaient importants de suivre. Bon, les capacités physiques, j'y reviens pas, on en a parlé au début. La motivation du jeune. Alors là, on a utilisé un modèle qui venait de la performance, qui venait de Famose. Et on a repris les 4 sous-critères qui étaient sur la motivation, c'est-à-dire la régularité, l'intensité, la fréquence et la direction. Le 3e critère qu'on suit, c'est l'aspect relationnel. Et le 4e, c'est les apprentissages. Alors j'ai mis apprentissage de base. On a mis de base parce qu'on s'est aperçu que souvent, les jeunes qui arrivaient chez nous, il y avait au moins 2 apprentissages qu'ils ne savaient pas faire. C'est la natation et la pratique du vélo. Donc c'est quand même 2 apprentissages essentiels dans le cas de quelqu'un qui veut se mettre à bouger, qui sont assez intéressants à utiliser, que ce soit chez eux, dans la ville, dans la grande ville. On voit aujourd'hui que ça prend son importance. Et dans les autres apprentissages, c'est toutes les compétences qui vont être validées pour les changements opérés, compétences qu'ils auront acquis, qu'on mettra aussi dans ce critère. On laisse comme ça, je ne rentre pas plus dans le détail. Alors, si juste quand même, c'est que ces 4 critères qui sont suivis, donc ils sont faits de manière arbitraire, mais ils doivent permettre de... c'est plus des outils de médiation au quotidien avec le jeune pour se rencontrer sur des choses très précises. Alors, je vais donner juste un exemple sur la motivation. Sur le premier sous-critère de la régularité, simplement quand le projet individuel est installé, quand on s'est mis d'accord sur la dépense physique hebdomadaire, il y a une fréquence. Il y a tant de séances à effectuer. Donc tout bêtement, si le jeune, quand on discute avec lui, il a 10 séances à assumer sur 15 jours par exemple, au lieu de se disputer avec lui, puisque quand on accompagne des pré-ados ou des ados, on dit voilà, t'es à 8, t'en avais 10, t'en as fait 8, t'en as fait 6. On ne juge pas, on le met devant l'évidence, t'es sur la durée, je me suis... Voilà, et ainsi de suite. Donc, ces sous-critères, c'est vraiment des outils de médiation pour engager le discours et en tout cas la relation avec le jeune. Donc ça, c'est une... derrière, j'avais une fiche, bon, elle ne vous intéresse pas, j'étais trop loin là. Ouais. Si. Bon, ça, c'est juste, c'était un outil, puisque... Alors, je l'ai mis parce qu'il y a un intérêt, c'est que maintenant, on ne fonctionne plus avec ça. Comme on est dans le système de soins, on a un dossier informatisé du patient où on peut rentrer toutes ces données. C'était simplement pour révéler que les quatre critères qu'on suivait. Et la deuxième, c'est le contexte familial et environnemental. Sans rentrer dans les détails, mais qui détaille quand même les points forts, ce qu'on a pu évaluer un peu dans le diagnostic de départ, diagnostic éducatif, et les freins à la pratique. Donc là, on voit bien qu'il y a des histoires de famille, d'environnement, qui sont quand même, qui sont un peu notre fil conducteur. On ne part pas uniquement sur le reste. Et j'arrive presque au bout. Ouais, c'est pas terrible. C'est que... Donc en fait, pour résumer, c'est que on essaye de mettre ce jeune au cœur du dispositif, en relation avec des partenaires. Donc là, on va retrouver tous les partenaires cités, associatifs, environnementaux, scolaires, institutionnels. Donc on voit bien que l'ARS, sans elle, on ne peut pas être là.
Le REPOP, parce que pour nous, en activité physique, il s'est créé, via le REPOP et d'autres associations, un maillage sur le territoire, département, région, mais national, qui permet que quand on aiguille ou quand on discute sur des projets spécifiques chez eux, on peut trouver un spécialiste en activité physique adaptée, on peut trouver une psychologue de terrain. Il y a des gens qui font partie du réseau et ce maillage permet de donner suite au travail qui est amorcé à la maison d'enfants. Bien sûr, la famille est essentielle au projet, mais pas que. Donc tout à l'heure, on a parlé d'évaluation, mais je trouve que ce qui a un peu évolué dans notre prise en charge, c'est aussi qu'on s'est attaché à l'évaluation de ce qu'on fait. Donc je tiens à remercier Julien et son équipe de Pau qui a pu venir investir notre établissement, prendre des mesures, travailler en fonction des réponses qu'on a eues, adapter. Alors, l'université, c'est pas que des réponses, c'est surtout pas que des réponses, mais en tout cas, ce que ça nous a permis de mettre, c'est de nous remettre en question. Eux, ça leur a donné des choses à continuer à nous aider à travailler, mais nous, pour faire le lien un peu entre la théorie et la pratique, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est essentiel, cet échange qu'il y a entre le vieil éducateur sportif de, je dirais pas l'âge, et l'université, parce que cet échange-là, il fait avancer tout le monde. En tout cas, le plus important, il fait avancer le jeune pour qui on est censé être à disposition. Et la fierté, c'est que voilà, moi je me retrouve dans cette assistance en Espagne avec voilà, ce parterre de ça fait. Et je me dis que peut-être, on en a un peu parlé, c'est de l'occasion de découvrir avec nos professionnels des échanges qu'on pourrait avoir avec nos jeunes. C'est-à-dire que le partage, il ne va pas s'arrêter uniquement dans notre village. On a commencé à l'ouvrir. Et si demain, il pouvait s'ouvrir encore plus loin, à Madrid, à Huesca, ça serait super. Parce que, un petit rappel, c'est que quand on a dit le mercredi après-midi, on mettait en place un support, quelque chose qui permettait de les valoriser, des échanges transfrontaliers, je pense que des activités, des projets, tout ce qu'ils vont vivre avec leur cœur, je pense que ça pourra les aider dans le changement. Parce que le changement, c'est pas, même si on en a fait dans la liste, c'est pas, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas si évident que ça. Voilà, je vous remercie.